Bonjour à tous, merci de participer à cette matinale du centre de gestion sur l'ergonomie préventive. Euh, Avant de commencer, puis de faire aussi un petit tour des côtés centre de gestion de qui participe à cette séquence, juste pour vous dire deux choses en termes de règles. La première, c'est que coupez bien vos micros. Parce que du coup, c'est un petit peu embêtant pour les autres participants. Et la deuxième, si vous avez des questions, vous avez besoin de réagir au fil de l'eau par rapport à des éléments qui vous sont donnés, n'hésitez pas, soit garder vos questions pour la fin, soit les poser par chat du coup via le lien. Et ensuite, nous, à la fin, on rebalayera vos différentes questions. Voilà. Donc moi, je vais me présenter. Je suis Mickaël Grenat, je suis responsable du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail au centre de gestion. On vous propose cette matinale pour sortir un petit peu des sentiers battus, parce qu'on parle beaucoup d'ergonomie en termes curatifs, c'est-à-dire qu'on va intervenir après quand l'événement a eu lieu, hein, que ce soit problématique médicale ou autre. Là, on vous parlait d'ergonomie préventive et l'intérêt qu'il y a pour vous, c'est aussi de travailler en amont le dialogue avec les agents, la prise en compte du travail réel, pour justement anticiper un petit peu des choses qui, à terme, peuvent avoir un impact sur la santé des agents. C'est d'autant plus important, vous le savez, que à l'heure actuelle, voilà, avec les prémices de l'allongement du temps de travail et des autres réformes, on va être amené à travailler de manière de plus en plus tardive dans nos métiers. Voilà. Je vais passer la parole du coup à Guillaume qui va se présenter, puis ensuite Aurélie se présentera et entamera le diaporama. Oui, bonjour à tous. Donc, Guillaume Joubert, je suis responsable adjoint du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Aurélie Battier et je suis ergonome, donc au service santé sécurité en fait au travail du centre de gestion. Et du coup, je vais vous présenter en fait l'ergonomie préventive. Donc l'objectif en fait de cette matinale, c'est vraiment de vous présenter en fait une démarche plutôt innovante qui commence un petit peu à faire ses preuves déjà maintenant quelques années et plus particulièrement depuis le post en fait contexte sanitaire et du coup que le centre de gestion en fait souhaite promouvoir et c'est donc l'ergonomie préventive. Alors, dans l'ergonomie préventive, en fait, il y a deux termes bien distincts, l'ergonomie et également aussi la prévention. Deux termes qui peuvent paraître comme ça, basiquement, en fait, assez étroitement liés. Et pourtant, on peut faire de l'ergonomie, en fait, sans prévention. Et vice-versa, on peut faire de la prévention aussi sans ergonomie. Donc, le but, ce matin, c'est de vous montrer, en fait, l'intérêt qu'il y a, en tout cas, à faire de l'ergonomie avant que le mal, bien évidemment, apparaisse pour votre organisation et puis aussi pour bien évidemment, pour les agents en fait que vous employez. Alors, juste. Voilà, merci, c'est gentil. Alors, on va commencer en fait par l'ergonomie en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ergonomie? Donc grossièrement, ergonomie, ça veut dire on adapte le travail à l'homme. Ça veut dire qu'on adapte l'environnement de travail aux agents et non pas l'inverse. Globalement, en fait, c'est une discipline scientifique, hein, c'est une méthode en fait de travail qui vise la compréhension des interactions, donc des relations en fait entre l'homme en tant que tel, hein, en tant qu'individu, et puis son environnement de travail, donc son poste de travail, afin d'optimiser le bien-être de celui-ci. Donc globalement, en fait, et de manière à vulgariser un petit peu cette définition un peu pompeuse, les principes de l'ergonomie, en fait, c'est de réduire les accidents de travail, améliorer bien évidemment la sécurité et puis la santé en fait de vos agents, des agents,
et de répondre aussi à l'obligation légale de prévention des risques professionnels, hein, puisque rappelons qu'en fait, l'employeur a une obligation de santé et de sécurité, en tout cas de préservation de santé et de sécurité de ses agents. Juste, Mickaël. Alors, avant de commencer, quelques éléments clés qui permettent un petit peu de rappeler les enjeux de l'ergonomie et surtout les enjeux en fait de l'ergonomie préventive, hein, de prévention. Alors là, les sources en fait sont des sources INRS et de l'assurance maladie, hein, des structures qui parlent à tout le monde, notamment par rapport en fait à l'Observatoire de la qualité de vie. En 2019, en fait, il a été établi un lien entre les actifs, donc entre les agents en fait qui travaillent, et puis les aménagements de l'espace et santé physique et mentale. Donc les douleurs lombaires, ophtalmiques à la nuque et à la tête concernent quand même un actif sur 3. Et 2 actifs sur 5 estiment que l'établissement n'accorde pas assez d'importance à l'aménagement de l'espace, hein. Plusieurs maladies professionnelles, dont les TMS, hein, sont dues entre autres à une mauvaise ergonomie au poste de travail. Donc ça veut dire qu'en fait, les agents ont mal, en tout cas ont une pathologie, qui peut être même d'ailleurs chronique, due à une mauvaise posture au travail. Concernant les maladies professionnelles, 86% en fait des maladies sont reconnues comme troubles musculo-squelettiques. Parmi les accidents de travail, 20% sont liés au mal de dos. Concernant les arrêts de travail, 30% sont causés par un trouble musculo-squelettique. La lombalgie, si on reste en fait dans les maux de dos, représente en fait la première cause d'inaptitude. Donc on est vraiment sur une inaptitude en fait au poste de travail avant 45 ans. Donc là, en plus d'un effet en fait dramatique sur la santé, il y a aussi un effet d'âge. On ne peut plus parler maintenant en fait, en tout cas, on ne peut plus se dire que à partir de 50 ans, il faut envisager une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Non, puisque maintenant, même à partir de 40 ans, on peut parler vraiment d'inaptitude en fait au poste de travail. Et enfin, 45% des TMS entraînent des séquelles lourdes, donc des incapacités en fait permanentes. Hein. Donc voilà, donc tous ces chiffres en fait montrent qu'il y a vraiment un enjeu en fait réel et réactif à avoir en ce qui concerne l'ergonomie, en tout cas en ce qui concerne les conditions de travail. Alors, si on revient par rapport à l'ergonomie, pourquoi est-ce qu'il faut parler d'ergonomie? Alors, avoir une bonne ergonomie en fait à un poste de travail, et peu importe le poste de travail, hein, qu'il soit sédentaire, statique, ou alors un poste technique ou un poste d'animation, une meilleure ergonomie permet de réduire le stress et donc de favoriser la motivation du personnel, hein. Quand un agent en fait a de bonnes conditions de travail, quand il est bien installé sur son poste de travail, et bien évidemment, il y a quand même une réduction de l'anxiété et du coup une augmentation de la motivation sur le poste de travail. L'ergonomie est le meilleur moyen pour limiter les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles et réduire la prévalence en fait des troubles musculo-squelettiques, ce qui a pour conséquence donc de diminuer les arrêts de travail et l'absentéisme. Donc l'ergonomie à ce jour est un des meilleurs moyens en tout cas pour limiter, pour réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles. Mais encore une fois, quand l'ergonomie est prise à temps. D'où justement l'intérêt de cette matinale. Alors, parlons de l'efficacité aussi, hein, bien évidemment. Hein. D'un point de vue de l'efficacité, l'ergonomie assure un meilleur confort sur le poste de travail. Donc, comme je suis bien installée en fait sur mon poste de travail d'un point de vue physique, d'un point de vue organisationnel, eh bien, je suis plus efficace. Et l'efficience de chaque agent est améliorée, ce qui est un point bien évidemment positif, hein, pour le développement de la structure, de l'autorité territoriale, en tout cas de la collectivité. Donc l'ergonomie, c'est vraiment une affaire de tous en fait. Une affaire pour les agents, bien évidemment, pour préserver la santé et la sécurité des agents, et également aussi pour la collectivité, pour la structure en elle-même.
Donc, on parle d'ergonomie vraiment, en fait, dans une démarche de qualité de vie au travail, hein. Autre aussi terme très important de nos jours. Alors, quand on parle d'ergonomie, encore à ce jour, on est quand même assez restrictif sur les domaines d'intervention de l'ergonomie. Et c'est pourquoi, en fait, ce matin, j'aimerais vous faire, en tout cas, essayer de vous faire comprendre que l'ergonomie n'est pas que physique, en fait. L'ergonomie, elle n'est pas là que pour euh, un agent qui a mal au dos, un agent qui a une tendinite, et il faut analyser le poste de travail pour trouver, en tout cas, des préconisations techniques qui permettent un bon maintien au poste de travail. Non, l'ergonomie, elle a plusieurs domaines d'intervention. Elle intervient dans plusieurs champs d'action pour la même finalité, bien évidemment, qui est la préservation, en tout cas, de la santé et de la sécurité. Donc, l'ergonomie, on peut la trouver en fait dans le domaine de la physiologie. Donc là, tout ce qui est attrait en fait à la biomécanique de l'individu. En médecine, puisque bien évidemment, qui dit ergonomie dit santé en fait de l'individu. En sociologie, où là, on va plus s'intéresser en fait à l'organisation, en tout cas à l'interaction de l'agent avec l'organisation du travail, avec le public, avec les collègues, avec l'employeur. En neurosciences aussi, pour tout ce qui est aspect mémorisation, aspect cognitif. En ingénierie, pour tout ce qui a trait à la conception aussi, l'ergonomie de conception, à la création en fait, d'outils d'interface. Et également aussi, et ça on en parlera en fait ultérieurement, en psychologie, hein, puisque la psychologie du travail est vraiment étroitement liée à l'ergonomie. Donc en fait, on peut trouver 3 champs d'intervention. Alors la plus connue, celle que vous connaissez, je pense le plus, c'est l'ergonomie physique. Alors l'ergonomie physique, donc là, c'est clairement j'adapte en fait le travail à l'homme. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser au bruit, on va s'intéresser à la température de la pièce, on va s'intéresser aux postures de travail, est-ce que l'individu se tient bien, donc il y a des contraintes en fait posturales, et on va s'intéresser à ces causes, mais sur des effets immédiats. C'est-à-dire là, on est sur de l'ergonomie physique, sur du curatif, hein. Voilà, l'agent a déjà mal, donc là, il faut traiter, et le plus rapidement possible. On a ensuite l'ergonomie organisationnelle. L'ergonomie organisationnelle, c'est là, on analyse en fait la tâche et l'activité confiée en fait aux agents. Donc là, on va agir sur, par exemple, la qualité de la communication. Est-ce qu'il y a de la communication horizontale? Est-ce qu'il y a de la communication verticale? Sur la gestion des ressources. Hein, est-ce que on a des bonnes relations en fait, entre collègues, des bonnes relations avec l'encadrement? Ou alors, on va s'intéresser aussi à l'amplitude horaire, les horaires de travail, ou tout simplement en fait, les nouvelles formes de travail, comme là, par exemple, aussi le télétravail, hein, rentre en fait dans cette ergonomie organisationnelle. Et enfin, une nouveauté qui prend un peu plus d'ampleur et heureusement d'ailleurs pour ma part, c'est l'ergonomie cognitive. Et là, l'ergonomie cognitive, quand on parle en fait d'aspect cognitif, c'est tout ce qui concerne en fait le travail mental. Donc là, tout ce qui concerne les capacités, les facultés mentales des agents par rapport en fait aux activités données. Donc, par exemple, on va agir sur la mémorisation, on va agir sur la concentration. Est-ce que, en fait, j'ai les moyens techniques, humains, organisationnels pour pouvoir bien me concentrer sur des activités précises? Est-ce que j'ai du temps de mémorisation? Est-ce qu'on me laisse le temps de bien mémoriser? Hein? Donc là, en fait, on sera vraiment sur analyser, sur faciliter en tout cas la compatibilité entre les systèmes
et puis l'aspect cognitif en fait de l'agent. Donc là, je vous donnerai en fait des exemples bien plus parlants pour vous faire comprendre voilà, ces 3 domaines d'intervention. Alors, juste pour revenir en fait sur le côté cognitif, l'émergence en fait du cognitif émane depuis déjà depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, en ergonomie, on considère qu'il n'y a pas de travail physique en fait sans une part de travail intellectuel, bien évidemment. C'est-à-dire que notre cerveau est toujours à l'œuvre, hein. Qu'on soit en fait sur un métier technique, bien évidemment, on aura du cognitif, mais qu'on soit sur un métier administratif, ça sera exactement la même chose. Alors, pourquoi on parle plus de cognitif, hein, de cognition, en tout cas de mémorisation? Eh bien, parce que maintenant, on a des sollicitations visuelles, c'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus, en fait, sur des écrans. Et tout type d'écran, hein, que ce soit sur des moniteurs, que ce soit sur du PC portable, que ce soit en fait sur des téléphones portables, on a vraiment sur cette sollicitation en fait visuelle. On a aussi un traitement parallèle en fait de tâches multiples. Donc là, on est vraiment aussi sursollicité et tout en étant polyvalent en fait sur notre poste de travail. On a aussi également de la surcharge informationnelle. Alors là, c'est un nouveau terme en fait en psychologie du travail. C'est ce qu'on appelle en fait l'info-obésité. L'info-obésité, ça veut dire qu'en fait, on a de plus en plus en fait d'informations. Et ces informations renvoient, eh bien évidemment, à de plus en plus de mémorisation, donc de plus en plus de charge mentale. On a aussi également les exigences mnésiques. Donc là, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est enregistrement cognitif. Les exigences mentales qui sont à différencier en fait avec les exigences mnésiques. Donc là, on sera sur de l'information à traiter, hein, et à traiter maintenant de plus en plus vite. Et enfin, on aura aussi le syndrome de débordement cognitif. Donc là, le syndrome de débordement cognitif, malheureusement, c'est la saturation, c'est la décompensation qui peut entraîner de l'épuisement en fait professionnel et de l'épuisement mental, donc le burn-out, hein. Donc là, c'est vrai que l'ergonomie cognitive est une part très très importante en fait de l'ergonomie dans sa globalité, puisque bien évidemment maintenant on sait que en fait les pathologies physiques peuvent être causées par des contraintes psychiques, par des contraintes mentales. Le mal de dos, on sait maintenant que le mal de dos ne provient pas que exclusivement en fait d'une mauvaise posture, hein, d'une contrainte posturale, mais aussi ça peut être en fait en avoir plein de dos, en avoir ras la casquette, à se dire bah voilà, j'ai trop de travail et ça provoque en fait des douleurs dorsales, hein. Quand on se dit aussi je suis bileux, je suis bileuse, bah là c'est que en fait on a aussi en fait un aspect physique sur le cognitif, sur le psychique. Donc là, l'ergonomie en fait préventive attache une part en fait importante, hein, au cognitif. Alors, juste en fait pour faire un petit point d'histoire, on va dire, et un petit point culturel, mais vraiment très rapidement, sur les différentes catégories d'intervention en ergonomie, hein. On a l'ergonomie curative, qui est en fait l'ergonomie qui est apparue en fait depuis quelques années. En fait, l'ergonomie, elle n'a pas cessé en fait d'évoluer. Elle a dû faire face en fait à de nouvelles demandes, en tout cas à de nouvelles initiatives, puisque bien évidemment le travail change. Et donc, en fait, de nouveaux défis ont amené à faire évoluer le domaine d'intervention de l'ergonomie.
Donc, on est parti en fait de l'ergonomie curative, où là, il fallait traiter très rapidement en fait la pathologie, hein, le mal, pour ensuite s'intéresser donc là à l'ergonomie de conception. Donc là, l'ergonomie de conception, en fait, on sera sur une ergonomie qui essaie d'arriver plus tôt en fait que l'ergonomie curative, hein, et qui essaie de prendre part dans les plans, on va dire, techniques, hein, aux conceptions, à l'aménagement en fait, des systèmes de travail. Hein, parce que généralement, l'ergonomie curative eh bien, émane, en tout cas, est une conséquence d'une mauvaise pensée de conception, entre guillemets. Hein. Par exemple, j'ai en tête des banques d'accueil, des banques d'accueil qui peuvent être en fait tout simplement dessinées ou pensées pour l'usager, mais pas pensées en fait pour l'agent d'accueil qui reste 7 à 8 heures en fait sur son poste de travail. Donc là, l'ergonomie en fait de conception a pris un petit peu le relais sur l'ergonomie curative pour enfin, depuis alors maintenant 92, hein, mais on en parle vraiment, je vous dis, depuis en fait le contexte sanitaire, l'ergonomie préventive. Alors l'ergonomie préventive, c'est un petit peu un mix de tout, hein, un mix d'ergonomie curative, un mix d'ergonomie de conception, et puis un mix aussi d'organisationnel, de cognitif et de physique. Nous, ce qu'on pratique beaucoup dans la collective au centre de gestion, ce qu'on vous propose, et ce pour qu'on est sollicité, c'est l'ergonomie curative, c'est qu'on intervient après. En fait, pour vous dire aussi que la volonté du centre de gestion, c'est aussi de s'adapter aussi à des contraintes et de faire qu'on puisse aller sur de l'ergonomie de conception et préventive en termes de proposition d'action. Je vous le redis, le monde du travail, c'est un monde qui va encore plus évoluer avec les contraintes qui arrivent, notamment au niveau de euh, l'âge de travail, voilà, et les parcours professionnels qui sont différents qui sont maintenant de plus en plus différents. Donc oui, de toute façon, ça fait partie des outils qu'il faut savoir utiliser parce que bon, voilà, on travaille sur du long terme et un agent qu'on embauche à 20 ans, il est pas dans le même état de santé à 60 ans et encore moins à 65. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un point sur l'ergonomie curative, hein, l'ergonomie qui est principalement en fait la plus utilisée maintenant et que vous utilisez le plus, hein, à savoir, voilà, j'ai un agent en fait qui a rencontré le médecin du travail. Le médecin du travail, au vu en tout cas de l'état de santé, au vu de la pathologie de l'agent, préconise une étude ergonomique et c'est à ce moment-là que j'interviens. Donc là, j'interviens quand l'agent a mal, bien évidemment. Alors là, l'intervention, en fait, elle est simple. En ergonomie curative, c'est tout simplement, en fait, l'étude ergonomique lambda. Donc, j'interviens, en fait, sur le poste de travail. J'échange avec l'agent. On échange sur les outils, on échange sur la charge de travail, on échange sur l'organisationnel, on échange aussi sur le vécu de la personne, hein, puisqu'il y a une part aussi bien évidemment importante de l'individu en tant que tel, hein, et puis aussi sur la santé de l'agent. Et à la suite de ça, on essaie de trouver des solutions alors plutôt techniques pour pallier aux douleurs. Hein, et pour pallier à l'inconfort, en tout cas, de l'agent sur le poste de travail. Donc un rapport ensuite ergonomique est établi auprès de l'autorité compétente pour justement validation et ensuite commande du matériel si possible. Vous pouvez très bien aussi, sans passer par la case médecin du travail, me solliciter pour me dire, voilà, j'ai une problématique en fait avec un agent, ou j'ai une problématique aussi collective de sensibilisation en fait à l'ergonomie. Et là, je peux très bien en fait me déplacer et rencontrer les personnes. Hein. Donc l'ergonomie curative, alors initialement, en fait, on était vraiment préoccupé par l'hygiénisme, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la santé au travail.
On était préoccupé aussi par les accidents, par les maladies professionnelles. Donc, en fait, le premier geste de l'ergonomie, ça a été quoi? Ça a été de corriger en fait les situations de travail, hein, qui exposaient, en tout cas, donc ces situations de travail qui exposaient les agents à des risques pour leur santé psychique et pour leur santé physique. Donc, le but là, c'était d'améliorer en fait euh, l'adaptation des systèmes techniques, hein, à l'homme. Donc là, le but, c'est vraiment d'intervenir sur les situations pour les transformer. Donc là, on corrige les situations de travail et on transforme ensuite. On transforme comment? En essayant de trouver en fait de nouvelles postures, en essayant de trouver des solutions techniques et en essayant de trouver aussi une meilleure organisation de travail. Donc là, on va travailler en fait sur une modification, donc des éléments. Alors, c'est des éléments qu'a sa possession en fait l'agent, hein, et les outils aussi également, hein. Donc là, on va travailler en fait, si on prend en fait un poste sédentaire, pardon, statique, et comme le montre en fait le pictogramme, on sera vraiment sur du réglage de sièges de fauteuil. On sera aussi sur les périphériques d'entrée, le clavier, les souris, sur du réglage aussi du moniteur. Et puis également aussi sur les changements de posture. Donc là, on est vraiment sur une intervention réactive, hein. J'ai la demande, donc il faut traiter le plus rapidement possible le problème. L'ergonomie curative, elle est donc là ponctuelle, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le problème est là, donc il faut la traiter rapidement. Elle est limitée aussi à certains aspects en fait du travail, hein. Elle est aussi limitée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est limitée, bien évidemment, il faut aussi parler du budget. Elle est limitée aussi dans les préconisations, on va dire, techniques du poste de travail, parce qu'on peut très bien donner en fait énormément de préconisations, hein, un nouveau fauteuil ergonomique, un nouveau plan de travail, hein, le assis debout. On peut très bien aussi travailler sur l'environnement de travail, mais ça, on sait pertinemment que derrière, il y a un budget limité et puis il y a aussi une vision aussi limitée, hein, de l'ergonomie curative. Donc là, on a, et puis là, pour le coup, du coup, j'ai en tant qu'ergonome ce sentiment-là en fait d'impuissance face aux erreurs de conception qu'on peut trouver aussi dans l'achat de mobilier, hein. Un mobilier pas du tout adapté, un fauteuil pas du tout adapté, ou en tout cas un environnement de travail qui n'est pas forcément adapté à la fois à la morphologie de la personne, mais aussi à l'environnement de la personne, hein, à l'organisation de travail. Alors maintenant, si on passe donc au deuxième type en fait d'ergonomie, c'est l'ergonomie de conception. Alors l'ergonomie de conception, là, on est quand même sur une participation en amont. On est moins en fait dans le curatif. Là, on peut travailler sur l'avant-douleur, sur l'avant-inconfort, hein. Donc là, on va travailler en fait sur la conception du travail, hein, et surtout la conception du système en fait homme-machine. Donc là, on est vraiment dans la prévention en fait des risques pour la santé et la sécurité, hein. Donc là, on va travailler sur l'efficience, sur l'efficacité des agents. Alors, l'ergonomie de conception, c'est une ergonomie qui n'est pas forcément utilisée et c'est bien dommage parce que on peut vraiment la travailler sur la racine en fait du problème, sur la racine d'une organisation de travail. On reste tout de même en fait dans une intervention réactive. Je vous donne un exemple.
je suis intervenue dans une collectivité il y a de ça quelques mois sur du secrétariat de mairie et plus particulièrement donc sur de l'accueil de mairie, hein, sur de l'accueil en fait bâtimentaire, premier étage, donc difficulté en fait d'accessibilité, des postes de travail, en tout cas des environnements pas forcément très optimum en tout cas pour pouvoir travailler. Et après discussion en fait avec les élus, oui, avec les élus en tout cas en charge de cette activité-là. Ils m'ont vraiment intégré en fait dans le projet de conception. Donc là, non plus en fait au premier étage, mais au rez-de-chaussée, de conception en fait vraiment de bureaux d'accueil et de secrétariat de mairie. Donc là, on va être vraiment dans un rôle en fait de participation et de conception aussi du, de cette activité-là d'accueil. Donc là, c'est à la fois du coup bon, très riche pour moi parce on va vraiment partir en fait de zéro, on part plus de l'existant et c'est ça l'important. Et aussi pour les agents aussi, puisque pour les agents, eh bien, ils vont être aussi dans la participation, en tout cas, de ce nouveau projet, hein. Euh, Voilà, donc en fait, comme je vous le disais, on sera vraiment sur une discipline participante. Participante à la fois avec les agents et puis participante, bien évidemment, avec les décideurs, hein, avec les élus. Donc, on va être sollicité sur les aspects humains et sur les aspects organisationnels. La seule contrainte en fait qu'a cette ergonomie de conception, c'est que l'ergonome en fait en tant que tel, il ne joue pas forcément un rôle central, et puis à juste titre, hein, dans le projet de conception. Là, on sera plutôt en fait sur un rôle de participation. On sera sollicité simplement en fait sur les aspects humains et organisationnels, hein. On laissera plutôt en fait les ingénieurs, les architectes, les informaticiens aussi, hein, pour tout ce qui est interface en fait numérique, dans le pilotage du projet. Donc on aura vraiment un rôle de prescripteur en fait sur certains projets et on ne va pas initier ni déterminer en fait le projet. Mais en tout cas, on a le mérite de participer dès les prémices en tout cas du projet. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors maintenant, si on passe du coup à l'ergonomie en fait de prévention, préventive ou alors prospective. Donc là, l'ergonomie préventive, eh bien, on va construire en fait des futurs besoins à satisfaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément en fait une demande initiale, ni de situation ou de système déjà identifié, hein. On n'a pas forcément de demandeur. On va réfléchir avec la collectivité à découvrir et à construire en fait de futurs besoins à satisfaire. Donc les futurs besoins qui n'existent pas forcément, hein. Donc là, le champ d'action est assez large. Donc là, on est vraiment sur une approche en fait d'imagination, mais d'imagination en fait en participation, hein. Donc là, les futurs utilisateurs, par exemple, sont pas forcément connus, hein. Et là, du coup, l'ergonome est vraiment partie prenante en fait du projet. Donc c'est une approche en fait qui est plutôt moderne, qui est plutôt novatrice, dans le sens où cette ergonomie préventive en fait, eh bien, regroupe à la fois de la conception, regroupe à la fois aussi de la santé au travail, hein, bien évidemment, regroupe aussi un aspect cognitif et regroupe aussi de l'organisation du travail. Donc là, on est sur une intervention proactive, hein. Donc là, on est sur une intervention vraiment de création de projet. Alors, schématiquement et globalement, en fait, la démarche ergonomique préventive, elle part du travail réel, physique et mental. J'insiste bien sur le travail réel et non pas prescrit,
puisque en fait, la démarche ergonomique préventive, on est vraiment sur une démarche participative, comme je vous l'ai dit, donc d'échange avec l'agent ou les agents, mais aussi avec, bien évidemment, l'employeur, en fait, avec la collectivité. Dans les démarches, en fait, curatives, l'ergonomie, elle part pas du travail réel physique et mental. Elle part de l'agent en lui-même avec sa pathologie, avec sa douleur déjà. L'ergonomie, en fait, préventive, elle part des situations de travail physique et mentale, puisque maintenant, on parle de cognitive. Donc, on parle d'ergonomie mentale aussi, hein. Alors, là, qui? Hein? Alors, le qui, bah là, le qui, c'est l'individu, c'est la population. Donc là, le qui, bah, c'est tout simplement, en fait, l'âge de la personne, le sexe, les caractéristiques physiques, hein, la grandeur, la vie hors travail aussi. Est-ce que l'agent fait du sport? Est-ce que l'agent a des activités en fait annexes qui permettent de comprendre en fait son organisation aussi au travail? La formation, bien évidemment, les expériences professionnelles que l'agent aussi a pu avoir. Le comment, donc là, on va s'intéresser en fait à l'organisation du travail. Donc là, le comment, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement en fait l'organigramme. Hein. Comment est construit l'organisation du travail? La répartition des tâches, des activités en fait. Qui fait quoi? Le qui fait quoi? C'est quoi les objectifs? L'autonomie aussi. Hein. Donc là, on va parler en fait d'autonomie aussi temporelle et d'autonomie aussi dans l'activité. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis souvent interrompue? Hein? Donc là, on va vraiment. Donc là, c'est de la psychologie du travail, hein, le comment. Hein, c'est l'organisation du travail. Le quoi? Alors là, on va par contre s'intéresser au travail prescrit. Hein. Là, le quoi, c'est bah, tout simplement les fiches de poste. Hein. Si, voilà, concrètement, c'est les fiches de poste. Ça peut être aussi le mode opératoire. Comment vous travaillez? Montrez-moi comment vous travaillez. Ça peut être aussi les exigences, bah, la qualité. Hein. En tant qu'élu, en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous exigez de vos agents? Quelle qualité vous exigez de vos agents? La quantité aussi, hein, la quantité de travail. Et enfin, les délais. Est-ce qu'on est sur du délai court? Est-ce qu'on est sur du moyen terme, du long terme? Ensuite, on est avec avec quoi? Donc là, les outils. Sur quelle machine on travaille? Sur quel poste de travail? Quelles sont les matières, pardon, les matières premières, c'est-à-dire les caractéristiques en fait des outils mis à disposition. Alors les outils, ça peut être les outils techniques. Hein, si on est sur de l'espace vert, bah, la tondeuse, sur enfin, tout ce qui est outils motorisés. Et si on est sur du travail vraiment sédentaire, statique, informatique, bah là, on sera sur les outils numériques. Hein. Et aussi les risques. Le où, là, on sera vraiment sur l'environnement de travail, sur l'espace de travail. Donc là, le où sont les ambiances physiques. Les ambiances, les espaces de travail, les espaces de circulation, mais aussi sur les relations humaines. Et enfin le quand, là, donc on sera sur l'aménagement du temps de travail. Donc là, on va reparler un petit peu des délais de travail prescrits, les cadences aussi de travail, hein, même si on n'est pas sur du travail à la chaîne, dans la territoriale, dans la fonction publique territoriale, on va parler aussi de cadence. On sera aussi sur du rythme de travail. Quel est mon rythme de travail? Est-ce que ce rythme de travail est tout le temps comme ça, tous les jours, toute l'année? Ou alors est-ce que j'ai des moments d'accalmie aussi, des moments saisonniers en tout cas pour un petit peu souffler? Les horaires de travail, donc l'amplitude horaire, les pauses. Hein, donc là, on peut parler aussi des pauses méridiennes, mais aussi des pauses en fait dans la journée, des moments de répit. Les urgences aussi. Est-ce qu'on a des activités en fait d'urgence? Et dans ce cas, on peut aussi parler du télétravail.
Est-ce que j'ai des activités télétravaillables? Et si oui, comment je m'organise à la maison, hein? Parce que là, le télétravail a aussi une part en fait importante dans l'ergonomie préventive. Donc, vous voyez qu'en fait, l'ergonomie préventive, c'est vraiment une ergonomie très, très large. On va s'intéresser vraiment à toutes les disciplines qui sont en lien avec la qualité de vie au travail, en lien avec la santé au travail et en lien avec l'individu en tant que tel. Parce que ce travail réel, il a des conséquences pour l'agent, mais aussi des conséquences pour l'employeur. Par exemple, pour les conséquences en fait de l'agent, c'est quoi? C'est tout simplement la santé. Hein, la santé au travail, les problèmes de santé, les troubles musculo-squelettiques, hein, puisqu'on sait pertinemment maintenant que le trouble musculo-squelettique, c'est une pathologie vicieuse, puisque c'est une pathologie silencieuse et qui n'apparaît pas maintenant pour les seniors, hein, qui apparaît maintenant à tout moment de la vie, en fait, donc peu importe l'âge. Le stress aussi, hein. Le stress, on n'est pas que sur du bon stress. On peut avoir aussi du stress qui peut malheureusement en fait entraîner des problématiques de santé physique et de santé mentale. Autre conséquence aussi, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Et puis aussi la reconnaissance du travail. Ça, c'est important aussi pour les agents, de se sentir en fait reconnus, de se sentir considérés par l'employeur, mais aussi considéré par l'environnement de travail, hein. Une personne en fait qui va être bien positionnée en fait sur son poste de travail, tant poste technique ou poste administratif, ça peu importe. Mais il aura du coup une marque de considération de son employeur, considération indirecte. Mais il va se dire, bon voilà, mon employeur, mes collègues prennent quand même en compte mon bien-être, ou en tout cas mon mieux-être au travail. Et les conséquences pour l'employeur, c'est exactement la même chose. C'est quoi? C'est la qualité, hein. C'est la quantité aussi de travail. C'est l'absentéisme, c'est-à-dire on va essayer en fait de pallier les problèmes de santé, de pallier en fait à l'inconfort de nos agents pour éviter les absentéismes, pour éviter aussi les incidents, hein, pour éviter les accidents de travail tout simplement. Et puis pour aussi recruter. Parce que tout simplement, quand une collectivité a une bonne offre en tout cas, une bonne qualité de vie au travail, ça peut être concurrentiel par rapport à d'autres collectivités, hein. C'est délicat. Donc en fait, comme vous l'avez compris, l'ergonomie préventive, elle est vraiment en fait discipline pivot de plusieurs en fait discipline, hein. Donc elle est vraiment dotée d'un caractère en fait intégrateur, hein. Donc en fait maintenant avec l'ergonomie préventive, on peut être en fait outillé et formé aux techniques par exemple d'entretien, d'échange avec l'agent, avec les élus. Donc là il y a une part de psychologie aussi du travail important. Qui m'aide, moi, pour le coup, plutôt bien, en fait, dans mes domaines d'intervention, puisque dans une vie antérieure, mais là, pour le coup, en fait, qui me permettent, voilà, d'ouvrir aussi sur ce panel-là d'ergonomie. Donc moi, je suis aussi psychologue du travail. Donc l'ergonomie cognitive qui prend une place, en fait, importante dans la qualité de vie au travail, cette double casquette, mais plutôt confortable en fait dans cette discipline-là. Donc en fait, maintenant, avec l'ergonomie préventive, on peut être désormais en capacité en fait de capter le non-verbal, hein, de capter en fait ce que les agents, ce que la collectivité nous dit pas forcément, hein. On peut maintenant décrypter en fait les non-dits, ce qu'on appelle aussi la communication non verbale.
Donc c'est vraiment important aussi de comprendre les processus en fait psychologiques de la personne, hein. Et ça, l'ergonomie préventive, à l'inverse en fait de l'ergonomie curative et de conception, prend en compte en fait cette démarche-là. Donc là, cette compétence en fait, elle est essentielle, hein, pour la question de l'emploi, pour la question aussi du maintien dans l'emploi, hein, et de la santé au travail. Donc là, en fait, la personne, elle est vraiment prise en compte dans sa dimension en fait humaine, hein, et non pas que en tant qu'exécutant du travail, hein. Là, vraiment, la personne, elle est prise en tant qu'individu au poste de travail, individu avec son vécu, avec son histoire, mais aussi individu avec son interaction avec la collectivité, avec son environnement. Par exemple, quelles sont ses sources motivationnelles? Qu'est-ce qui le motive, hein? Quels sont aussi ses facteurs de protection, hein? Pourquoi, par exemple, il y a de la démotivation? Peut-être que ça peut s'expliquer en fait par de la protection, mais de la protection par rapport à quoi? Ces facteurs de risques psychosociaux, on n'en a pas parlé, mais les risques psychosociaux peuvent très bien aussi émerger dans une ergonomie, d'approche préventive. Quelles sont les modalités, les modes d'apprentissage, hein? Quel est là, par exemple, quel est le degré d'acceptation en fait pour l'agent, de ses capacités ou alors de ses incapacités, quand on parle par exemple de personnes en situation de handicap ou alors quand l'état de santé se dégrade aussi, hein? Donc là, du coup, l'ergonomie en fait a une approche, très psychologique, hein. Elle est vraiment, là pour aller au-delà en fait de l'analyse technique des conditions de travail. Donc pouvoir en fait lier, bien les problématiques d'aménagement ergonomique, hein, d'un poste de travail, heu, aux aspects humains et psychologiques, ça offre un cadre global d'analyse, hein. Donc vous avez en fait, par exemple, dans le schéma, hein, bon, si on schématise du coup l'ergonomie préventive, donc au cœur, le pivot, c'est l'ergonomie préventive et on a ensuite en fait des panels de travail. Donc, alors les troubles musculo-squelettiques, donc là on sera sur l'approche physique. Les RPS, le stress, là on sera sur une approche dynamique en fait de psychologie sociale, de psychologie des organisations. Ergonomie stratégique aussi, là on sera sur l'ergonomie sociale, organisationnelle, sur les usages aussi, sur l'aspect sociologique, sur l'aspect culturel aussi. Psychosociaux aussi, bien évidemment, puisque là, on parle également aussi de risques psychosociaux et de psychophysiologiques aussi, hein, puisqu'on parle de biomécanique de santé au travail. Voilà. Je tourne. Alors, là, du coup, je vous ai fait en fait un petit schéma pour vous montrer les différences des trois ergonomies. Donc, l'ergonomie corrective, où là, on est sur de l'ergonomie pompier, hein. Sur la deuxième ergonomie, l'ergonomie de conception, où là, on est un petit peu en amont en fait de l'ergonomie corrective, mais on n'a pas un rôle central en fait de participation. Et enfin, l'ergonomie préventive, où là, l'ergonomie est au cœur en fait des disciplines. Alors, par rapport à la temporalité, pour l'ergonomie corrective et de conception, on sera sur le passé et on sera sur le présent. C'est-à-dire que là, le mal est déjà fait, on est d'accord. Donc, il faut agir tout de suite, hein. Alors que l'ergonomie de prévention, on sera sur du tout de suite, mais surtout sur du futur immédiat. Comment demain et après-demain, je peux en fait anticiper mon organisation de travail, mon maintien dans l'emploi pour y trouver en fait mon compte, pour y trouver une bonne condition de vie au travail. Les méthodes, alors on sera à peu près sur les mêmes méthodes, peu importe les trois ergonomies. Pour de l'ergonomie en fait curative corrective, on sera sur de l'analyse d'activité, hein, sur l'analyse aussi d'erreurs, de dysfonctionnements. Je ne l'ai pas mis, mais on sera aussi sur de l'analyse de santé,
hein, limitée bien évidemment, mais en tout cas, on sera sur de l'analyse de santé. Sur de l'ergonomie de conception, ça sera un petit peu plus pompeux parce que bien évidemment, on sera sur du prototypage, sur réfléchir en tout cas à à nouvelles modélisations, ou en tout cas de nouveaux outils. Donc là, on va simuler des nouveaux différents scénarios en fait. Alors que l'ergonomie préventive, là, on sera aussi sur l'échange, on sera sur de la participation, mais on sera sur de la créativité. Donc, on sera sur vraiment une ébullition en fait d'échanges sur sur les attentes en fait futures. L'individu dans tout ça. Alors, pour l'ergonomie corrective, l'individu se place dans la situation à améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, moi, généralement, quand je vais sur place sur l'ergonomie corrective, bah, je le récupère, l'individu. Je le récupère en fait avec son inconfort et avec sa douleur, hein. Sur l'ergonomie de conception, je vais l'intégrer. Qu'est-ce que vous pensez si on fait tel outil, si on crée en fait tel mobilier, voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors que l'ergonomie préventive, là, on va se mettre en fait au service de l'agent, hein. On sera vraiment sur la même portée. On est vraiment dans de la participation en fait, dans l'ergonomie préventive. Sur l'innovation, l'ergonomie curative, en fait, corrective, je vais y arriver, on sera en potentiel d'innovation, voilà, on sera seulement sur la situation à corriger. C'est-à-dire que sur un poste sédentaire, eh bien voilà, souris verticale ergonomique, alors sans minimiser bien évidemment hein, tous ces aspects-là, hein, mais en tout cas, on sera vraiment sur de l'outillage basique, sur du support document, sur voilà, du fauteuil ergonomique. Sur l'ergonomie de conception, là, ça sera en fonction de la demande en fait initiale. Donc là, on va commencer un petit peu à réfléchir en termes d'innovation. Qu'est-ce qui pourrait faire que tel mobilier, tel outil pourrait être innovant, pourrait être novateur et surtout pourrait en tout cas pallier à l'inconfort. Alors qu'en ergonomie préventive, là, on est en fort potentiel d'innovation parce qu'en fait, là, tous les besoins seraient à satisfaire, hein. Les besoins physiologiques, les besoins organisationnels, les besoins psychiques. On est vraiment sur un panel en fait de disciplines très très important et vraiment très intéressant. Premièrement pour les agents, pour l'employeur bien évidemment, et puis pour moi aussi en tant que personne ressource. Pour les domaines d'application, les 3 ergonomies en fait peuvent s'appliquer en fait sur tous les domaines de la vie professionnelle, mais comme de la vie personnelle aussi, hein. Vie professionnelle, en fait, c'est tout simplement que ce soit en fait un poste technique, un poste administratif, un poste d'animation. On sera vraiment, ou alors même un poste, on est en train justement d'établir aussi cette nouveauté au sein du centre de gestion. On parle aussi maintenant d'ergonomie au poste de conduite, hein. Donc, on peut voir en fait l'ergonomie sur toute activité professionnelle qui peuvent être en parallèle aussi adaptées à la vie personnelle, hein. Notamment, par exemple, je ne sais pas, j'ai peut-être en tête aller faire les courses, tout simplement. Comment en fait je prends mon pack d'eau, comment je peux adapter en fait ma posture pour éviter de me faire mal au dos. Et enfin, les activités types. Donc là, en ergonomie corrective, en fait, on sera sur du diagnostic, on sera sur de la modification en fait en tant que telle, sur du réagencement en fait de mobilier, d'espace de travail. L'ergonomie de conception, comme son nom l'indique, là, on sera vraiment sur de la création, sur de la conception, sur du développement, hein. Donc là, on peut être sur de la conception en fait, de mobilier, sur de la conception d'une nouvelle méthode d'organisation de travail, ou même de la conception aussi numérique, hein.
et sur de l'aménagement aussi. Et pour l'ergonomie préventive, on sera sur tout ça. On sera sur de la prospection, on sera sur de la création, de la conception, et surtout, on sera innovant. Alors, en ce qui concerne du coup l'ergonomie préventive, en fait, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, on sera amené surtout à créer les futurs besoins. C'est-à-dire que en discutant en fait avec les agents, avec l'employeur, eh ben, on peut être aussi amené à se dire ah bah oui, mais on peut peut-être éventuellement créer en fait cette nouvelle méthode de travail, cette nouvelle euh, euh, ce nouvel en fait aménagement de poste de travail, d'environnement de travail. On sera sur de la construction en fait de futurs besoins, hein, et on sera sur de la création de futurs artefacts. Donc là, c'est vraiment j'adapte en fait le mobilier déjà existant, mais à la nouvelle organisation de travail, hein. Donc là, on va vraiment s'appuyer en fait sur une analyse fine des contextes en fait technologiques, hein, des contextes économiques, culturels, hein, sur l'histoire aussi de la collectivité, en tout cas de la structure, et sur des contextes en fait, euh, sur le contexte social, sur le contexte culturel. Donc en fait, vous voyez que l'ergonomie préventive, c'est une ergonomie qui est vraiment plus poussée, qui demande un petit peu plus en fait de temps d'analyse. Mais ce temps d'analyse, vous pouvez très bien en fait le récupérer sur une meilleure qualité de vie au travail, tout simplement, hein. L'ergonomie préventive et les fondements, clairement, on est sur une démarche de réflexion, hein. On est sur une démarche de questionnement. On va se questionner en fait sur les futurs besoins, sur les futures organisations de travail. On va s'appuyer, mais tout comme les autres ergonomies, hein, de toute façon, mais sur des données sociales, sur le travail, sur la santé. Et on va s'appuyer aussi sur de la création d'hypothèses d'évolution, hein, et questionner en fait la collectivité, les agents sur dans quoi vous voulez évoluer en fait, comment vous voyez vous plus tard votre travail en fait, hein, votre organisation de travail. Donc là, vraiment, en fait, l'ergonomie préventive, on est sur bien de la créativité, hein. La créativité qui va se définir, du coup, qui va se définir en fait sur de l'imagination de concepts, en fait, d'objets inédits, par exemple, de produits novateurs, de mobilier en fait novateur, hein. On sera aussi sur l'aspect esthétisme aussi je sais pas moi, une nouvelle banque d'accueil qui peut se transformer en fait en espace d'attente pour, je sais pas, de l'inscription en fait à de l'animation que propose la collectivité ou d'autres en fait organisations de travail, hein. Donc on est vraiment dans cette effervescence créative. Euh, Voilà. Alors, l'ergonomie préventive, on sera donc sur de l'analyse en fait de contexte. On sera aussi sur de la conception en fait de prototypes, hein, clairement, à l'aide de plans, tout simplement, hein, à l'aide de simulations en fait d'aménagement, en tout cas de mobilier, d'aménagement d'espace, tout en ayant en tête, bien évidemment, et en appliquant les normes, hein, les normes d'accessibilité et les normes aussi de circulation. Donc là, en fait, par exemple, pour l'ergonomie corrective, c'est l'ergonomie, encore une fois, hein, je vous le redis, c'est l'ergonomie que vous utilisez le plus, hein. Donc là, on sera réactif en fait au départ, c'est-à-dire que on sollicite en fait le médecin du travail
ou alors directement moi hein, pour l'aspect ergonomique, parce que mon agent, en fait, enfin l'agent en tout cas, a un problème de santé. Donc là, l'exemple même d'intervention, bah, c'est ça en fait, hein, c'est le TMS d'un agent sur un poste administratif ou alors TMS sur un poste technique ou médico-social. L'ergonomie de conception, c'est pareil, là on réagit hein, au départ, ensuite on va être proactif en fait sur la manière de voir les choses. Alors là, ça peut être une création en fait d'une banque d'accueil pour un secrétariat de mairie. Hein, puisque généralement, en fait, les erreurs, entre guillemets, hein, même si on n'est pas forcément dans de l'erreur, mais en tout cas, les difficultés ergonomiques qu'on peut rencontrer sur les banques d'accueil, par exemple, c'est on va privilégier en fait l'accueil pour les usagers, mais pas forcément en fait l'accueil pour les collègues secrétaires de mairie. J'ai en tête, par exemple, des banques d'accueil vraiment très chouettes, hein, très jolies, très esthétiques, avec des mouvements en fait de vagues. Le problème, c'est que ces mouvements de vagues, en fait, de plan de travail pour les agents, sont vraiment inconfortables. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un avant-bras en fait sur la surface plane d'activité et l'autre avant-bras qui est ballant en fait dans le vide. Donc là, clairement, on est vraiment sur de la mauvaise en fait posture de travail. Donc là, on sera sur bah, comment je peux adapter en fait le mobilier, en tout cas l'outillage, hein, pour d'une répondre en fait aux obligations, bah, par exemple d'accessibilité PMR hein, pour en ce qui concerne la banque d'accueil, mais aussi comment je peux à la fois en même temps répondre en fait aux exigences de la santé en fait et de la sécurité des agents. Hein. Et l'ergonomie préventive, eh ben, c'est un mélange de tout ça. Là, par exemple, pour la banque d'accueil, eh ben, on peut peut-être se poser la question, bon, bah, d'accord, alors je crée en fait une banque d'accueil pour les usagers en fait en ce qui concerne le secrétariat de mairie, mais je peux aussi réfléchir à un espace d'attente pour eh bien, attendre que les usagers en fait attendent bah, les rendez-vous avec les élus ou alors les rendez-vous avec les agents ou alors une banque, ça peut être aussi une borne interactive pardon, sur de l'inscription en fait d'animation. Donc on peut vraiment pallier et optimiser en fait ce grand nombre d'organisations de travail. Hein. Et tout ça avec en tête eh bien, les aspects organisationnels, les aspects cognitifs, psychologiques et les aspects aussi physiques de la structure. Donc alors, et je commencerai aussi un petit peu à conclure sur l'ergonomie en fait préventive. Je n'ai pas ça. Merci. Donc pourquoi se soucier en fait de l'ergonomie préventive et pourquoi maintenant réfléchir vraiment prévention dans l'ergonomie? Eh bien parce que le travail évolue. Hein. Le travail évolue de par son intensité, de par sa complexité, de par aussi des horaires atypiques, en tout cas qui peuvent être atypiques. Hein. Je pense par exemple euh, aux auxiliaires de vie, là, je ne sais plus le nom exact malheureusement. Bon, en tout cas, les aides à domicile, merci Philippe. Évolution du travail par le télétravail aussi. Hein. Une augmentation du travail mental. Et là, on ne parle pas que de poste administratif, on parle de tout poste. Une flexibilité aussi. Hein. Le temps partiel aussi. Parce qu'on a du temps partiel, mais le but du temps partiel, c'est de ne pas faire en fait les 100% sur 4 jours, parce que voilà, il nous manque un petit peu de temps. Hein. Donc là, il y a de l'évolution du travail. Il y a de l'évolution de main-d'œuvre aussi. Il y a de l'évolution en fait des agents. Hein. L'allongement de la vie active. La féminisation des métiers aussi. On a de plus en plus maintenant dans les métiers techniques du personnel féminin. Et aussi l'inverse, sur du métier en fait que nous disions
féminin il y a de ça quelque temps, on trouve maintenant des hommes sur des métiers, par exemple sur des métiers d'ATSEM, sur des métiers en fait de restauration scolaire. Hein. On a aussi des travailleurs en situation de handicap, ou en tout cas des travailleurs aussi avec des restrictions médicales. On a aussi une concentration de l'activité professionnelle aux âges intermédiaires. Alors les âges intermédiaires, c'est les âges un peu, on va dire, importants en fait de la vie. Hein. On est entre 40 et 60 ans. Hein. Donc là, on a vraiment maintenant une population qui vieillit, mais une population qui vieillit aussi en même temps. Hein. On a de moins en moins en fait, de personnes jeunes, mais on a une concentration vraiment de l'âge senior, hein, du 45-60 ans. On se soucie aussi de l'ergonomie préventive par rapport aux obligations légales, bien évidemment, on n'y coupe pas. Hein, le maintien dans l'emploi. L'obligation de l'emploi aussi pour nos collègues travailleurs handicapés. Hein, sur les différentes thématiques, hein, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, la pénibilité. Pour l'obligation aussi générale de santé-sécurité, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, on parle de documents uniques, hein, d'évaluation des risques professionnels. Et enfin, bien évidemment, il faut se soucier, et je finirai là-dessus puisque c'est le plus important, hein, par rapport à la santé au travail. Hein, pour lutter en fait contre l'absentéisme, mais aussi pour améliorer une qualité de vie des conditions de travail, pour améliorer aussi la pénibilité au poste de travail, pour améliorer aussi euh, la posture au travail, donc pour limiter les troubles musculo-squelettiques et pour limiter de ce fait les risques psychosociaux également. Hein. Donc pourquoi en fait privilégier l'ergonomie préventive? Comme je vous l'ai dit, en fait, pour limiter le taux d'absentéisme et les arrêts de travail aussi, liés aux troubles musculo-squelettiques. Pour favoriser bien évidemment le bien-être et l'engagement aussi des agents. Alors le bien-être, c'est un bien grand mot, mais si on peut parler déjà de mieux-être, on a fait une bonne partie du job. Donc vraiment, en fait, miser sur l'ergonomie préventive avant l'apparition de problématiques, hein, c'est un objectif, bien évidemment, que vous devez en fait prendre en considération et que vous devez vraiment avoir en tête. Hein. Donc là, l'ergonomie, elle devient un enjeu de plus en plus important, tant pour vous que pour nous, hein, puisque bien évidemment, on constate en fait tous les ans une petite augmentation du taux d'absentéisme, du nombre aussi d'accidents de travail en lien avec l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Mais en fait, au-delà aussi du coût, hein, que peut représenter aussi ces mauvaises conditions de travail, vraiment l'ergonomie a un rôle essentiel sur la motivation des agents, sur le bien-être. Hein. Et ça, je vous l'avais dit en fait en début de matinale, mais ça peut s'avérer aussi être un avantage concurrentiel, hein, même si on est dans la fonction publique territoriale, mais un avantage concurrentiel intéressant hein, en ce qui concerne le recrutement. Hein. Une collectivité en fait qui a une bonne qualité de vie au travail aura un sacré atout, en tout cas à proposer lors de recrutement. Hein. Donc vraiment, dans ce contexte-là, hein, un petit peu, enfin économique hein, et social un petit peu particulier, vraiment miser en fait sur l'ergonomie préventive, c'est avant tout en fait un objectif qu'il faut avoir en tête pour justement pallier à toutes les problématiques que vous rencontrez actuellement, hein, les problématiques donc économiques. Hein. Donc là, voilà, je vous ai fait en fait une petite roue, la roue de l'ergonomie en fait, juste pour vous dire en fait tout ce que l'ergonomie préventive en fait peut mettre, peut
peut mettre en place, sur ce qu'elle peut intervenir. Alors, elle peut intervenir donc sur la conception de postes de travail. Elle peut intervenir aussi dans le domaine de la formation et plus particulièrement de la sensibilisation, en tout cas de l'information collective, de l'ergonomie. Sur les besoins futurs en fait professionnels, donc là on va anticiper, on va parler en fait de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, hein. Sur les aménagements en fait des locaux et des espaces, sur les outils, le maintien dans l'emploi, bien évidemment, la biomécanique aussi de l'individu, hein, donc là, la santé de la personne, les applications informatiques, tout ce qui peut être considéré de numérique, hein, puisqu'on n'y coupe pas. La conception en fait d'outils, de matériel, l'organisation du travail dans sa globalité, hein, la complexité, l'intensité, les objectifs, les activités réelles, prescrites, hein, et plus particulièrement donc les risques professionnels, donc là les ambiances physiques en fait de travail, donc thermiques, sonores, lumineuses. Voilà. Donc là, et ça sera du coup en fait pour conclure cette matinale sur l'ergonomie préventive, pourquoi en fait il est important maintenant de privilégier l'ergonomie préventive? Eh bien tout simplement en fait, au vu du turnover important auquel nous sommes tous confrontés, au vu de l'absentéisme, au vu du vieillissement en fait du personnel, et au vu aussi de la pénurie de certains candidats, enfin de candidats en tout cas sur certains postes, hein, et qui sont de plus en plus rares dans tout secteur, mais effectivement, il y a quand même certains postes qui mettent en exergue quand même cette pénurie de candidatures. Eh bien, l'ergonomie préventive, elle permet justement, enfin en tout cas, elle a le mérite d'exister, hein, mais elle va essayer de permettre eh bien, d'éviter en tout cas l'apparition des problématiques identifiées, hein, et de prendre en considération donc la qualité de vie au travail, hein. Donc en fait, vraiment, dans le cadre en fait d'une démarche d'amélioration des conditions de travail, il est vraiment important et primordial de dépasser la simple application en fait des normes et des principes en ergonomie, hein. Donc ça veut dire il faut dépasser cette ergonomie physique et se dégager vraiment de cette vision réductrice, hein. C'est-à-dire, bon, ben voilà, j'ai une prévention des risques à faire et je le vois que sous l'angle presque exclusivement en fait physique. Non, le but, c'est vraiment en fait de dépasser cette santé physique, hein, cette ergonomie, on va dire, biomécanique, et de se centrer en fait vraiment à la fois sur les dimensions en fait psychologiques, bon, et les dimensions physiques, mais c'est vraiment cette prise en compte en fait plurielle que la structure et la collectivité pourra avoir en fait sur cette ergonomie préventive, qu'on aura vraiment une efficacité en fait pérenne. Ça vous permettra aussi de mettre l'accent sur un risque psychosocial qui est très important maintenant, qui est la considération et la reconnaissance au travail. À partir du moment en fait où l'ergonomie préventive est dans l'échange et dans la participation et dans la conception en fait avec vos équipes, là on peut parler en fait de considération et de reconnaissance. Donc voilà, donc globalement en fait, l'ergonomie préventive, c'est la nouvelle ergonomie que le centre de gestion aimerait vraiment faire émerger sur ces prochains mois, prochaines années, avec cette double casquette en fait, tant physique que psychologique, et qui pourra voilà, vous permettre de mettre à jour eh bien, vos difficultés, vos interrogations, vos questionnements sur sur vos manières de travailler, en tout cas sur le personnel. Voilà, en tout cas, on sera là
à vous aider dans cette nouvelle démarche. J'espère avoir été claire. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et du coup, je sais pas, je laisse, voilà. On va passer aux questions, Oui. voilà. Allez-y. Alors, du coup, il faut peut-être ouvrir le micro, donc il n'y a pas Oh, bon. comme ça. Pour eux. Ils peuvent vous répondre. Ah, ils peuvent l'ouvrir. Ok. C'est que j'ai été très claire. On va pas spécialement main. Bonjour, Allez-y. excusez-moi. Bernadette Courtias, donc je suis à Ouiafla. Merci pour cette présentation déjà qui était extrêmement intéressante. Voilà, j'ai noté une petite chose en tout début là, quand vous parliez d'ergonomie organisationnelle, donc ça comprenait, si j'ai bien compris, les relations entre collègues, un petit peu aussi tout cet aspect oui, relationnel, hein, relations humaines. J'aimerais savoir quel levier on pourrait avoir pour des relations un peu compliquées avec le personnel et une enseignante, par exemple. Sachant qu'on n'a pas, nous, les collectivités, on n'a pas du tout comment dirais-je, vis-à-vis du personnel de l'éducation nationale, on peut absolument rien faire, mais quand il y a des relations, on sent qu'il y a des choses, des crispations, des irritants, des choses qui se tendent un peu entre une enseignante et le personnel. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, du coup, dans ce cas de figure, en fait, Des activités. On va couper votre micro, Bernadette. Ah, pardon, excusez-moi. Je le coupe. Hein. Alors, du coup, dans ce cas précis, en fait, l'objectif, c'est vraiment, en fait, de comprendre et pas de répondre. Dans le sens où moi, le but, en fait, de mon intervention, ça sera de comprendre pourquoi la communication s'est cristallisée. Pourquoi il y a des tensions. Alors, tension déjà, ça veut dire quoi? D'un point de vue en fait psychique, d'un point de vue psychologiquement, en termes de travail. Hein. Tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait manque d'affinité. Donc là, on va toucher sur de la personnalité. Ça veut dire, on n'arrive pas à communiquer. Ça veut dire qu'il y a un manque de communication. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes exigences. Donc là, le but, et pas des moindres, c'est vraiment de comprendre en fait les problématiques. Donc là, on sera vraiment, pour le coup, là, sur du risque psychosocial. Hein, parce que si on est dans de la communication, on sera sur de l'ergonomie, en fait, là, psychologique. Alors ensuite, il peut y avoir des leviers pour pallier à ce manque, en fait, de communication. Donc, des paliers sur... alors là, pour le coup, j'en ai pas en tête, mais ça peut être des temps d'échange, en fait, un petit peu plus, on va dire, réactifs et récurrents entre ces deux personnes. On peut peut-être aussi, après, je sais pas, non, mais j'allais enchaîner sur la médiation. Oui, après, du coup, c'est vraiment en fonction aussi un petit peu de la situation que vous avez, parce qu'on Oui, peut c'est ça. se retrouver à mi-chemin entre une analyse des risques psychosociaux, entre de la médiation pour remettre du lien entre les individus et de l'ergonomie. C'est très difficile de but en blanc de traiter la situation parce qu'on a deux lignes et puis on ne sait pas forcément les tenants et les aboutissants. Mais typiquement, c'est le genre de choses, oui, au niveau de l'équipe, en tout cas, si ça nous remonte, si on est sollicité, on peut en tout cas s'interroger tous ensemble et pas forcément du côté d'Aurélie, avec aussi les autres psychologues, pour y voir comment on peut avancer à la fois pour aider la collectivité et aider l'agent, quoi, aussi. Oui. Là, on sera vraiment sur une
sur une démarche pluridisciplinaire. Hein. À savoir que là, du coup, en fait, si voilà, j'interviens sur l'ergonomie préventive et qu'il y a cette problématique qui remonte, bien évidemment, donc là, bah, ça sera sur l'aspect en fait ergonomique. Mais nous, en interne, voilà, on a les psychologues en fait du travail, on a également aussi les médecins du travail, on a Mickaël pour la partie en fait médiation. Donc là, on sera vraiment sur une recherche de solutions actives et surtout communes. Hein. Mais il peut y avoir sur ce type en fait de problématique plusieurs leviers, en tout cas plusieurs solutions euh, qui peut permettre au désamorçage de la communication. Typiquement, bah, si elles sont à s'échanger des noms d'oiseaux, la médiation, ça ne marchera pas. Puisque quand on est à ce stade-là, vous voyez, donc il faut vraiment rentrer dans le détail et regarder comment on peut y aller. Oui, d'accord, je comprends. Alors, on n'en est pas encore au nom d'oiseau, Dieu merci, mais disons que les filles commencent à m'en parler. Et bon, moi, je suis assez sensible à tout ça, hein, parce que dans mon ancien travail, j'étais assez confrontée à ça. Donc, du coup, je suis assez attentive à ce qu'elles me disent. J'ai une bonne équipe et je voudrais pas que ça parte un petit peu en cacahuète là, parce qu'il y a une mauvaise, quelqu'un qui a un comportement pas trop, je trouve, adapté pour quelqu'un de l'éducation nationale. Ceci étant, bon, ça devrait s'arrêter en juin puisqu'elle partira, mais c'est embêtant, quoi. Je ne voudrais pas passer une année à écouter les filles se plaindre tout le temps, à les retrouver fatiguées, parce qu'il y en a une déjà qui m'a dit « Moi, je suis fatiguée, je commence juste l'année, je suis fatiguée. » Bon, ça ne va pas, quoi. Et on rentre clairement dans tout ce que vous venez d'expliquer, hein, voilà, donc c'est pour ça. Mais le cas échéant, oui, je ferai appel à vous pour, si jamais je voyais que ça débordait, vraiment, je ferai appel à vos compétences parce que je voudrais bien que les choses s'apaisent et qu'on puisse passer une année scolaire tranquille, quoi. Oui. Voilà, voilà. Et sinon, deuxième, je m'excuse, je monopolise un peu, mais deuxième petite question, si j'ai bien compris, donc par exemple, dans le cadre d'un réaménagement de mairie, qu'on est en train sur le projet sur lequel on est en train de travailler, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour justement pas faire les erreurs, comme vous disiez, hein, d'aménagement, d'accueil, etc. Donc, on peut faire appel à vos compétences, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Et c'était tout l'intérêt justement de cette matinale, c'était effectivement voilà d'essayer en fait de sensibiliser à cette approche vraiment primaire, en tout cas de la conception et l'action d'aménagement. Donc là, oui, complètement, avec grand plaisir. Bon, bah super, merci beaucoup. Pas d'autres questions. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Oui, alors il y a Jean-Luc Merci. qui complète notamment le cas de figure. Il faut savoir une chose, oui, c'est qu'effectivement, quand vous êtes sur un projet on va dire, bâtimentaire ou de réaménagement, il faut penser, il y a une obligation statutaire qui est prévue par le décret 85-603 qui fixe que justement, vous devez passer en tout cas les éléments à la formation spécialisée santé, sécurité, conditions de travail, ex-CHSCT. Honnêtement, si vous arrivez avec euh, euh, oui, bien sûr, Jean-Luc complète en disant c'est Aurélie en premier temps, voilà. Mais bien sûr, si vous arrivez avec déjà Aurélie qui a bossé dessus et qui a renforcé le dialogue entre les élus et les agents, ça sera d'autant plus facilitant. Écoutez, merci Aurélie.
merci à Guillaume pour cette matinale. Voilà, sachez que l'ergonomie préventive, c'est quelque chose qu'on veut développer. Oui. La question qui a été posée par Madame Bernadette de son prénom, du coup, c'est typiquement ça. On est là à disposition. Si on peut se faciliter la vie, renforcer, éviter les erreurs, renforcer aussi le dialogue en local, voilà, ça sera d'autant plus intéressant pour les collectivités et leurs acteurs. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.